C'est bon, on entend bien. Bonjour Arthur. Eh bien, bonjour. Comment Écoute, allez-vous? je voulais te remercier pour démarrer, d'avoir accepté notre invitation à discuter, à parler un petit peu de ce que tu fais, de ton parcours. Pour les personnes qui nous suivront, donc c'est la première vidéo qu'on fait, on s'excuse par avance d'être un petit peu, on va dire, encore dans l'apprentissage de l'interview. Donc, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Et donc, pour démarrer, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, j'aimerais que tu puisses te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours et les projets que tu as en ce moment. D'accord. Donc, je m'appelle Arthur Keller, j'ai 45 balais. Et en fait, depuis maintenant un certain nombre d'années, je m'intéresse à des sujets pas très rigolos, qui sont les dynamiques des processus en cours dans le monde à la fois naturel et dans le monde humain, des processus d'élitement, qui sont pour certains tout à fait visibles déjà, et pour d'autres qui sont en préparation et qu'on peut plus ou moins anticiper. Donc je m'intéresse à ça sous l'appellation de risque systémique, et on pourra, si tu veux, David, détailler un petit peu plus. Et du coup, je Oui. m'intéresse également à comment on se prépare à ces risques. C'est pas que de la prévention des risques, c'est une logique un peu différente, dont on va parler, qui s'appelle plutôt de la mise en place par des stratégies diverses et variées de résilience. Donc voilà ce sur quoi moi aujourd'hui, sachant que mon parcours, c'est ça, tu voulais savoir mon parcours. Mon parcours, c'est au départ une formation d'ingénieur généraliste, puis une spécialisation où je suis allé en Angleterre pour faire une spécialisation en aérospatiale. Mhm. Voilà. Ensuite, après ça, j'ai travaillé, j'ai eu une double vie tout de suite, très rapidement, avec d'un côté une vie qui me permettait de rapporter de l'argent, et là j'ai eu une carrière qui était plus du côté commercial, mais toujours en lien quand même avec du technique, donc dans l'aérospatiale, dans l'aéronautique au départ, puis ensuite j'ai évolué vers les nouvelles technologies, et là j'ai fait pas mal de choses dans les nouvelles technologies. On y reviendra aussi parce que Ouais. c'était purement alimentaire pour moi, certes, et pourtant, c'est pas totalement anodin. C'est-à-dire que, bon, j'expliquerai en fait l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque. Voilà. D'accord. Et en parallèle de ça, j'ai me formé à d'autres choses pour compléter tout ça. Et notamment, je me suis formé en tant que scénariste Mhm. euh, et puis en tant que réalisateur. Et j'ai commencé à avoir une activité dans la réalisation un petit peu, mais aussi beaucoup dans l'écriture. Euh, voilà, et mon but était d'apprendre à être bon sous différentes formes, sur différentes formes et différents formats, d'être bon pour raconter des histoires D'accord. et inspirer les gens. Bon, c'était l'idée. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, c'était l'idée. Bon, et au final, ensuite, mon parcours s'est beaucoup diversifié. J'ai progressivement lâché, puis à un moment complètement, la partie qui était purement alimentaire. J'ai été pendant 3 ans le directeur de la communication d'une petite, enfin, oui, une modeste ONG environnementale Qui avait quel nom? qui s'appelait Shark Angels. En fait, D'accord. c'était la filiale, on va dire, la branche, l'antenne française d'une ONG américaine, qui elle-même est une excroissance à la base de Sea Shepherd, voilà, et qui s'intéresse. Vous me voyez bien ou pas? Parce que moi, je te vois de plus en plus pixelisé. Alors, ça fluctue un petit peu, mais nous, en tout cas, on te voit, on t'entend bien. C'est même mieux qu'au début. Il y a des moments où, voilà. Après, s'il y a des moments où je comprends pas quelque chose, de toute façon, je te dirai. Alors, rapidement pour les personnes qui regardent, j'ai la joie d'habiter dans la campagne plus que profonde, avec un Internet qui est un peu fluctuant. Donc, si jamais il y a des choses qu'on comprend pas, on te repose, on te redira, et puis, mais pour l'instant, ça, c'est impeccable. Ok, ok. Bon, j'espère. Ouais, tu me fais un grand signe si jamais, Ok. si jamais ça marche pas. Je dis grand signe parce que si je t'entends pas parler, parce que bon, bref, passons. Ok. Donc, tant que ça marche, ça marche. Oui, donc ensuite, j'ai travaillé pour Shark Angels, qui s'intéressait à la protection du milieu marin pendant 3 ans. Et puis, j'ai travaillé à ce moment-là comme réalisateur en parallèle de ça. Notamment, je travaillais avec le groupe Canal+. Mais ça n'a pas duré tant que ça. Très honnêtement, cette activité, pour moi, de réalisation, a été très instructive à plein d'égards et assez utile. Mais j'ai lâché l'affaire parce que
À la base, l'idée, c'était quand même de faire quelques projets rémunérateurs pour, avec l'argent, pour pouvoir financer des projets qui me tenaient à cœur D'accord. personnellement. Et au final, quand tu te retrouves à faire 80% de développement commercial pour chercher des nouveaux clients en permanence, non, bon, non, ça c'était pas mon truc. Donc j'ai lâché l'affaire. Mais ça a été très formateur. Bon, passons. Donc j'ai fait un petit peu de ça. J'ai ensuite rejoint, j'ai eu une vie associative assez riche et impliquée depuis le milieu des années 2000. Voilà, ça c'est encore une autre vie, j'ai envie de dire, parce que j'ai passé beaucoup de temps et de plus en De plus. plus. En 2015-2016, je me suis impliqué dans Nouvelle Donne. C'est la première fois de ma vie que je rejoignais une organisation politique. D'accord. Non, Alors, peux-tu pardon, expliquer ce qu'est Nouvelle Donne? Nouvelle Donne, c'était enfin c'est toujours, ça existe toujours, j'y suis plus, mais ça existe Mhm. toujours, un parti politique qui avait été lancé peu avant les élections européennes en 2014, c'est ça? En Euh, 2014, oui, et qui de avait mémoire. fait un score, ouais, qui avait fait un score délirant, j'ai envie de dire, aux européennes, parce qu'ils avaient fait, je crois, quelque chose comme 16%, alors qu'ils venaient juste de se lancer. Et il faut vérifier les chiffres, mais, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était un truc de cette nature-là. En tout cas, c'était parti comme une fusée, et pour quelques bonnes raisons, parce qu'il y avait vraiment un bon ADN quoi, à l'intérieur de Nouvelle Donne, et c'était assez diversifié politiquement. C'était un peu justement une façon de repenser l'acte politique et l'investissement politique. Bon, écoute, je m'y suis reconnu à certains égards. J'ai jamais eu Oui. véritablement l'envie de m'investir en politique. Par contre, j'ai trouvé il y avait une opportunité intéressante de pousser des idées. Donc, moi, j'avais pas mal d'idées. J'ai rejoint la commission environnement de Nouvelle Donne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès ma première participation, j'ai fait beaucoup de critiques. J'ai fermé ma gueule pendant presque 2 heures. J'ai écouté, j'ai vu comment ça se passait. Puis à la fin, j'ai dit, est-ce que vous me permettez d'émettre quelques propositions? Et j'ai dit, il y a autour de la table des gens vraiment bien, avec beaucoup de bonnes idées. Je vois qu'il y a des compétences variées et je vois qu'il y a une envie de faire plein de choses. Donc il y a un terreau très, très favorable à produire des contenus intéressants. Mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est quoi le but? Non, parce que si on continue sur cette forme-là, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, on sera devenus peut-être copains, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup papoté, mais on se demande bien où ça va. J'ai Oui, absolument, c'est souvent le problème, ouais. voilà, Effectivement. j'ai absolument rien compris à l'objectif de cette réunion, s'il y en avait un, et si oui, comment vous pouviez espérer qu'on l'atteigne. Et donc, j'ai proposé une façon de faire, une façon de travailler ensemble, et puis avec des objectifs, des machins. Et puis, les gens, finalement, ont assez bien reçu ce que je proposais, et à la fin, on m'a demandé si je voulais pas prendre la co-responsabilité, puisque c'est toujours 2 personnes, de cette commission. Voilà. Donc, j'ai dit non, puis on m'a redemandé 10 fois, et puis la 10e fois, j'ai dit et du coup, j'ai fini par être coordinateur national de la commission environnement de Nouvelle-Donne. Et dans ce cadre-là, j'ai lancé, et ensuite on l'a fait ensemble évidemment, mais j'ai lancé la production d'un programme de transition écologique pour la France. Ça a commencé comme ça en termes de production d'idées. On ne l'a pas fait tout nous-mêmes, on est allé chercher beaucoup dans les travaux de plein d'experts, d'ONG, de collectifs spécialisés, etc., etc. Et d'autres organisations. Et donc, on a fabriqué ce travail qui, franchement, aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment, vraiment très, très complet. Est-ce qu'il est accessible quelque part, le fruit de votre travail? Est-ce qu'il y a un site internet, Ce peut-être? que je te propose, non, il n'y a pas un site internet, c'était simplement sur le site de Nouvelle Donne, mais ça y est D'accord. encore quelque part. Donc, si tu veux, j'enverrai le lien. Et comme ça, tu Oui, pourras comme le ça, mettre. je le mettrai pour les abonnés, pour les personnes qui verront la vidéo, oui. Ça D'accord. sera Bon, il intéressant. faut juste que tu me le rappelles, tu peux le noter, parce que moi, j'ai pas de quoi Oui, noter. c'est déjà noté. Ok, d'accord. Ensuite, il y a juste après ça, bon, j'ai quitté Nouvelle Donne pour des raisons personnelles sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais Mhm. de désaccord avec certaines personnes clés dans le parti. Donc, suite à ça, moi, j'ai décidé que j'avais fait mon temps, j'avais fait ma production, je pouvais partir. Et on Et est donc, venu c'était en quelle année? Ça, c'était fin 2016. Fin 2016, d'accord. Et c'était novembre 2016. Et à ce moment-là, il y avait en parallèle de ce que je faisais à Nouvelle Donne, il y avait
une plateforme en ligne, je ne sais pas si certains d'entre vous en auront entendu parler, qui s'appelait laprimaire.org et qui était Oui. censée être la primaire des internautes en préparation de la présidentielle 2017. Il y avait pas mal de gens qui s'étaient inscrits là-dessus, et puis il y avait donc, ils avaient lancé, à peu près un an avant la présidentielle, ils avaient lancé début 2016, comment dire, une dynamique, je ne vais pas dire un concours, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, ils avaient lancé un processus où des gens qui avaient des idées, des envies et un début de programme, enfin quelques propositions clés en tout cas, pouvaient s'inscrire sur la plateforme et proposer ce qu'ils avaient à proposer. Donc il y a plein de gens qui sont inscrits. Au total, il y en a eu 215 ou 216. Et puis, il y avait très peu de femmes. Et il y a une femme qui s'appelle Charlotte Marchandise, qui a décidé que, oui, son nom a fait beaucoup Ouais, polémique. effectivement, c'est. C'est ça. Son nom complet, c'est Charlotte Marchandise Franquet. Voilà. Mais D'accord. bon, Charlotte Ça me dit Marchandise, quelque chose. qui a dit, il y a quand même peu de femmes, allez, j'y vais. Et donc, elle s'est inscrite. Et puis, elle a fait beaucoup d'effets à beaucoup de gens, ce qui fait qu'à la toute fin de l'année 2017, de l'année 2016, pardon, il y a eu ensuite un vote qui a été organisé sur la plateforme, un vote d'ailleurs qui ne s'est pas fait au suffrage habituel auquel on est habitué, mais qui s'est fait par un autre mode de suffrage, qui est le jugement. Mince, maintenant ça m'échappe. Tiens, le jugement majoritaire, je crois que ça s'appelle. Le jugement majoritaire. En tout cas, tiens, là aussi, je t'enverrai un lien, parce que c'est Ouais. très intéressant. C'est Ah, très intéressant. Et je trouve une vidéo qui est super, qui a été faite par un gars que j'aime bien, là, qui s'appelle Loapre, c'est quoi, David Loapre, je crois, qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Science étonnante. Et il a fait une vidéo sur le jugement majoritaire qui fait 20 minutes, que je recommande vraiment à tout le monde, parce que ça peut faire partie des choses qui peuvent changer le système politique d'une manière qui serait profitable. Donc le jugement majoritaire est considéré par pas mal de gens, des chercheurs là-dessus, comme le meilleur système de vote qui existe. Et c'est pour ça qu'il a été choisi par les gens qui ont fait laprimaire.org comme le mode de votation, enfin de vote, pour ce truc-là. Bon bref, à la fin de l'année 2016, Charlotte Marchandise, après 2 tours de vote, est sortie de là avec la meilleure notation, les meilleures mentions qui lui ont été données par un total de, je crois, 128 000 internautes. Et elle est donc partie en campagne pour la présidentielle. À ce moment-là, il lui a fallu une équipe de campagne. Et comme certaines personnes autour d'elle avaient lu le travail que j'avais fait sous l'égide de Nouvelle Donne, on est venu me chercher pour me demander si j'acceptais de construire le programme de Charlotte Marchandise. d'accord. Et après une brève hésitation, j'ai dit allez, on y va, on fait le pari, on y va. Donc j'ai travaillé 3 mois là-dessus, 3 bons mois. Et ouais, 3 mois. Et donc voilà, j'ai coproduit, parce qu'une fois de plus, j'étais pas tout seul, mais j'ai coproduit un programme de transition sociétale. Voilà. Et donc ça aussi, c'est encore visible en ligne sur le site de Charlotte Marchandise, mais je pourrais t'envoyer le lien direct. C'est aussi visible, c'est un gros travail. Si je dis ça, ça va faire peur à tout le monde, personne ne va le lire. Mais bon, il y a plus de 400 pages. Néanmoins, ça vaut quand même le coup d'être au moins feuilleté pour que vous regardiez les différents dossiers thématiques. Après, vous lirez peut-être le ou les dossiers qui vous intéressent plus spécifiquement. Il n'y a pas besoin de se farcir l'intégralité des 400 pages. Et voilà, et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que on a fait un travail qui est vraiment une refonte, enfin une idée de comment on pourrait faire transitionner de manière globale l'intégralité de la société française à tous les niveaux. Voilà. Donc c'est très ambitieux, trop sans doute, parce qu'on n'est pas bisounours non plus, on se doute bien que tel quel, ça ne marchera probablement pas, parce que ça demanderait vraiment des changements tous azimuts, dans tous les secteurs, dans tous les types d'activités. Il faudrait donc qu'il y ait une volonté de changement partagée par l'ensemble de la société. Si Et, je peux me permettre, et j'imagine que ce type de programme, donc c'est vraiment, ça s'inscrit sur une perspective long terme. Et est-ce que finalement, c'est peut-être ça aussi qui empêche les gens de voter, c'est-à-dire que on leur promet pas monts et merveilles dans les 5 ans, mais on leur parle d'une transition longue, d'un réel changement en profondeur. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui effraie peut-être un petit peu les gens? oh, écoute, je sais pas, je pense que les gens, ils sont effrayés par plein de choses. Je pense que les gens, ils trouvent toujours un moyen d'être effrayés quand on leur demande un effort. Voilà. Et que Mhm. tous les prétextes sont bons pour dire qu'ils vont pas le faire, que ce soit parce qu'ils sont effrayés par telle ou telle chose, ou par tel ou tel aspect de telle chose,
soit pour d'autres raisons, de fond, ou parce qu'ils s'en foutent, ou parce que c'est pas le moment, ou parce qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas apprécié, ou parce que voilà. Et au final, c'est ce qu'on appelle le déni. Hein. Mais C'est dans un différentes cadre formes. électoral, c'est pas toujours vendeur, je pense, malheureusement. Non, mais le truc est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, à mon avis, ce qui manque profondément à la grande majorité des gens qui sont en politique aujourd'hui, c'est une véritable vision. Oui. Il n'y a pas de véritable vision. Tout, j'entends vision, j'entends en l'occurrence, pour la France. D'accord. Moi, j'ai même une vision pour le monde, mais sans vouloir non plus faire de l'impérialisme, parce que c'est pas moi de décider pour les Chinois. On Faut comprendra crier bien. très fort, Mais projet! Ça marche. c'est ça, exactement. Mais non, j'ai une vision. Il y a des gens qui ont des visions, heureusement. Mais dans les gens qu'on voit véritablement dans les campagnes présidentielles, il y en a relativement peu qui ont des visions. Voilà. Ils ont des storytelling, ils mettent en avant certaines valeurs ou certaines hiérarchies de valeurs. On les aime, on les aime pas, mais une véritable vision, un véritable programme, si tu veux, un projet politique sérieux de fond pour changer la société, pour vraiment inspirer les gens. Écoute, franchement, pas tant que ça. Et puis surtout, il y a un autre problème. Il y a un autre problème qui est que moi, je me suis farci en tant que directeur de programme, je me suis farci entre janvier et février 2017, l'entièreté des programmes politiques de tous les candidats. Ah bah, Voilà. j'allais justement te poser la question. Voilà. Et il y en a un, ça a été très rapide à lire, ça s'appelle Emmanuel Macron. C'était très rapide, parce qu'il n'y avait pas de programme. Et ça, si tu veux, on en parle vite fait après, parce que c'est une stratégie, et c'est une stratégie d'enfumage. Très, très poussée, très bien au point, mais c'est une stratégie d'enfumage. Et je vais t'expliquer pourquoi derrière, c'est un grave problème entre guillemets, démocratie, parce que du coup, ça prouve bien qu'on n'y est pas. En tout cas, juste pour revenir sur ceux qui avaient des programmes, il y avait, même dans les programmes que j'aimais bien, il y avait toujours d'énormes incohérences. Tout ce qu'on a essayé de faire, et je ne sais pas dire à 100% qu'on a réussi, mais je pense que franchement, on était vraiment bien, en tout cas nettement mieux que les autres là-dessus, c'est la cohérence. Ça a été mon obsession du début à la fin. Le programme, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est cohérent. C'est-à-dire, il est techniquement, il tient la route. Alors que les autres programmes, tu as d'énormes bugs, tu as des incohérences totales, des incompatibilités totales entre ce qu'on raconte à droite et à gauche. Et 9 fois sur 10, c'est entre le volet économique et le volet écologique où c'est n'importe quoi. Et c'est totalement incompatible. Est-ce que tu pourrais nous préciser, donc tu nous disais que tu avais épluché tous les programmes et qu'il y en a effectivement où il y avait des choses que tu aimais bien et d'autres où c'était une bulle, il n'y avait pas de lumière au-dessus. Est-ce que tu pensais à un candidat en particulier lors des dernières élections présidentielles qui aurait eu un... Je peux le dire. Déjà, à la base, il y a des idées intéressantes dans presque tous les programmes. D'accord. Qu'ils soient de droite, de gauche ou d'extrême centre, tous, ils ont des choses intéressantes, voire importantes. Tous. Donc, finalement, moi j'ai pas, si tu veux, une idée en tant que telle est rarement marquée politiquement. Ce qui est politique, ça arrive, hein, il y en a qui le sont. Par exemple, justement, revenu universel, en fonction de comment tu prévois ce revenu universel, c'est un truc de droite, de gauche, de rien du tout, c'est un truc altermondialiste ou c'est un truc productiviste, néolibéral. Là, ça peut avoir le même nom, mais ça peut juste n'avoir rien à voir. Juste, je dis, petite parenthèse que je referme rapidement là-dessus, il y a des débats sur cette question de revenu universel qui sont des débats totalement faussés parce que le jeu médiatique et le jeu politique sont tels que tu as 30 secondes pour exprimer une idée, et donc c'est nécessairement totalement simpliste, et qu'on ne peut pas rentrer dans le détail de ce que c'est. Mais en réalité, ce débat sur le revenu universel, ou certains appellent ça différemment, il y a même Friot, pour lui c'est le salaire à vie, ou machin. Il y a tout un tas de choses. En réalité, il y a une vingtaine de versions différentes qui coexistent, et les gens qui sont les tenants de telle ou telle version sont des ennemis absolus les uns avec les autres. Ils ne peuvent pas se blairer. Et des fois, tu as l'impression qu'ils disent la même chose. En fait, quand tu rentres dans le détail et la nuance de tel ou tel mot et du coup ou concept et de ce que ça implique, tu te rends compte effectivement que c'est pas le même projet. Moi, j'avais une vision très simpliste de ce débat jusqu'à début 2017. Et quand je suis rentré dedans en profondeur, j'ai commencé à comprendre un petit peu que c'était un débat subtil et très complexe,
beaucoup plus. Et je ne peux pas prétendre que je le maîtrise parfaitement. Pas encore. J'y ai passé beaucoup de temps, mais je n'ai pas pu m'y consacrer pleinement. Bon, passons. Le fait est que, dans les années, enfin, il y a très longtemps, il y a plus d'un demi-siècle, aux États-Unis, tu avais par exemple à l'époque 2 personnes qui étaient des défenseurs d'un projet de revenu universel. Voilà, tu avais d'un côté Milton Friedman, ultra El Famoso. néolibéral à mort. Comment? Je dis El Famoso et on en entend. Son nom revient très souvent, mais Voilà. pas en bien. Si tu veux, c'est vraiment, on est dans le business, et puis dérégulation à mort et libertarianisme. Je vais quand même pas me laisser emmerder par un gouvernement qui me dirait que j'ai pas le droit de faire, de payer, qui me dirait, qui m'obligerait presque à payer mes impôts, tu vois. Non mais oh, ça va bien, ouais. Donc on est presque là-dedans. J'exagère et je schématise et je caricature. Mais enfin, c'est une idéologie de cette nature. Je dis pas qu'il a dit ça d'ailleurs, hein, mais je dis juste que c'est non, un peu. non. Mais Milton Friedman voulait un revenu universel. Et à droite, de l'autre côté, à gauche, justement, de l'autre côté, on avait Martin Luther King, rien à voir, évidemment, qui était pour un revenu universel. Ce n'était pas du tout le même projet. Voilà. Donc, aujourd'hui, en France, je disais, il y a très, très peu de mesures qui sont marquées politiquement. Bon, celle-là, ça en fait partie, parce qu'en fonction de qui touche, c'est-à-dire selon quelles conditions, combien, à la place de quoi, éventuellement, selon quel changement, qui paye, selon tous ces éléments-là, eh ben, ça en fait un projet très différent. Bon. Mais globalement, je repars sur mon fil et je termine rapidement. Globalement, effectivement, les idées, ben, c'est plutôt la manière dont tu les agences entre elles qui fait que ça dessine un projet et peut-être une idéologie derrière. En tout cas, j'ai trouvé des idées intéressantes dans tous les programmes, vraiment dans tous les programmes en réalité, même des gens que je ne pouvais pas blairer, où il y avait quand même des idées intéressantes ça et là. Oui, ils ont quand même des équipes derrière qui travaillent à minima. Oui, et même, d'ailleurs, moi, bon, on peut d'ailleurs faire avoir des débats là-dessus. Il y a des gens qui sont des écolos convaincus, qui ont travaillé avec le FN pour les aider. Et donc, certains sont plutôt sur la ligne éditoriale, mais comment oses-tu travailler avec ces monstres? Certains diraient. Et puis à côté, il y en a qui. Parce que j'ai entendu ça, je te dis ça parce que je l'ai entendu. Non, mais j'ai toute petite aparté suite à la vidéo que j'ai qui a été postée sur Média pour tous et donc qui parle de notre projet à nous. Dans la même vidéo, dans les commentaires, je me suis fait traiter d'extrême gauche, bobo gauchiste. Je me suis fait traiter de gars d'extrême droite, de gauche. Enfin, disons que effectivement aujourd'hui, les débats autour des sujets de droite, de gauche sont pas toujours très rationnels. Et il y a pour moi un vrai manque de discussion entre les deux. Les gens ne comprennent pas que voilà, tel sujet n'est pas forcément monopolisé par un parti en particulier. Il y a, comme tu disais là, il y a des bonnes idées partout. Donc effectivement, en tout cas, sache que nous ici, dans tous les débats, les discussions qu'on a pu avoir, les couleurs politiques, voilà, on parle de tout, on parle avec tout le monde. J'ai déjà parlé avec des gens de tous les bords politiques et on arrive toujours à arriver sur des choses en commun, mais il faut prendre le temps d'en discuter. Aujourd'hui, je trouve que malheureusement, ce n'est pas suffisamment le cas. Et donc, j'apprécie justement que tu puisses prendre des références de tous les côtés et ce n'est pas pour autant que qui que ce soit devra te coller une étiquette par rapport à ça. Ben, celui qui va me coller une étiquette, écoute, ça n'engagera que lui. Hein, voilà. Donc en tout cas, mais on sait très bien que les gens collent des étiquettes facilement et caricaturent, surtout quand tu dis un truc qui les dérange. Alors forcément, il faut te réduire à une caricature. Caricature, c'est la technique de l'homme de paille. Hein. C'est-à-dire que en rhétorique, ou l'épouvantail en rhétorique, vous regarderez sur Internet, si vous ne connaissez pas, grosso modo, tu réduis la personne à une idée simpliste, facilement démontable, et parce que tu démontes cette idée-là, tu fais croire que tu as démonté la personne tout entière et tout ce qu'elle dit. Bon, c'est faux, c'est con, mais c'est très, très utilisé, surtout par les politiciens. Donc moi, si tu veux, effectivement, des idées, il y en a partout qui sont bien. Maintenant, j'étais sur les propositions, hein, parce qu'après, sur la manière de faire, sur la personnalité, je dis pas, tu vois, que je suis fan nécessairement. Hein. Mais sur les propositions, là où j'en ai retrouvé le plus qui m'intéressait, parce que je l'ai trouvé un peu plus radical, allant dans le bon sens du terme, c'était chez Mélenchon, en l'occurrence. Voilà. Mais moi, une fois de plus, je n'ai pas une couleur politique. Je suis pas. Me dit, c'est Mélenchon, il a été traité de
de rouge. Ne me collez pas cette étiquette pour autant dessus, parce que ce n'est pas le cas. Et surtout, je ne me reconnais absolument pas dans cette dichotomie droite-gauche hyper simpliste. On a pris l'habitude aujourd'hui en France de schématiser la politique comme une ligne. C'est ça. Voilà. Ben, j'ai exactement le même ressenti. Voilà. Mais c'est d'une débilité totale, comme s'il y avait une seule dimension qui différenciait les choses. Alors extrême gauche, gauche, centre, centre droit, droit, extrême droit. Voilà, c'est ça la politique. Mais à mon avis, c'est ce qui bloque aussi aujourd'hui le dialogue politique, finalement. C'est que, on le voit bien dans les périodes électorales, les gens en famille, enfin, moi le premier, c'est déjà arrivé, mais bon, maintenant on essaie d'être plus intelligent que ça, mais les gens s'embrouillent, ils sont pas d'accord, alors que finalement, au lieu de se focaliser sur ce qui les divise, ils cherchent pas à voir ce qui pourrait éventuellement les unir et leur permettrait de faire front plutôt que de se diviser. Effectivement, c'est le problème aujourd'hui de la politique en France, quoi. Et l'homme est malheureusement beaucoup fait comme ça. Et il y a une partie culturelle, il y a aussi une partie dîner. Je ne sais pas. En tout cas, il y a moyen d'améliorer les choses. Il y a moyen de faire en sorte que les gens soient un peu moins cons et qu'ils soient plus orientés synergie que nécessairement opposition systématique et puis du coup réduction de l'ennemi. En création d'ennemis et puis réduction de ces ennemis à des caricatures, etc. etc. Bon, bah, c'est un petit peu pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au storytelling. Le clash, finalement, fait partie aussi du storytelling sur, tu parlais d'homme de paille tout à l'heure, souvent le clash sur des petites phrases, des petites choses, fait partie du storytelling qui fait que finalement les choses ne bougent pas. Oui, oui, exactement. Et après, si tu veux, il faudrait qu'on en parle très longtemps. Ça pourrait faire l'objet d'une discussion à part entière. Même au sein de certaines mouvances politiques, au sein de certains partis, moi, il y a des gens qui m'horripilent, il y a des gens que j'aime beaucoup. Et c'est le cas partout, dans tous les partis. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'aime bien, tous les partis, peut-être pas tous, mais dans beaucoup de partis, il y a des gens que j'aime bien dans ce qu'ils proposent. Au PS et d'autres que je ne peux pas sucrer. Dans les partis centristes, pareil. À droite aussi, je m'entends très bien avec certains gaullistes, par exemple. Voilà. Et une autre version de la droite, pas du tout. Alors qu'ils sont dans le même parti. Non, mais c'est ça. C'est aussi le problème aujourd'hui. Finalement, on a l'impression d'une vraie pluralité au niveau des partis, mais finalement pas trop, puisque on va dire, allez, combien il y a vraiment de partis qui se présentent vraiment aux élections, on va dire, qui arrivent vraiment au devant de la scène. Là, il y en a eu 11 dans mes souvenirs aux dernières présidentielles. Bon, ils en invitaient que 5 mais on peut pas résumer des personnes simplement en les plaçant dans une des 5 cases, c'est pas possible. Il y a trop de diversité d'opinions pour arriver, donc ils sont plus ou moins obligés de se mettre. Aujourd'hui, on manque radicalement de pensée. La pensée est extrêmement pauvre aujourd'hui, et notamment la pensée politique et également la pensée philosophique. Ce sont des pensées qui font défaut, et c'est gravissime. Une des raisons très très nombreuses pour lesquelles c'est le cas, c'est qu'on prend les gens pour des cons et qu'on schématise tout. Et finalement, même les gens du haut, ils finissent par rentrer dans les cases qu'on leur a assignées. Mais globalement, c'est quoi cette façon de présenter l'échiquier politique comme une droite? Donc ça, c'est stupidissime. Et moi, je ne rentre absolument pas dans aucune des cases. Aucune des cases ne me convient. D'ailleurs, c'est le cas en politique comme dans plein d'autres choses. Je suis par définition un être complexe. Et voilà. Donc, il y a... Pourquoi on disait tout ça Voilà, juste, je voulais revenir sur ton parcours, finalement. Pardon. Finalement, c'était l'espace qu'on était sur ton parcours. Mais c'est important de préciser ce genre de choses, puisque on verra après par rapport aux autres questions, mais connaître le parcours, pour moi, c'est essentiel. Et effectivement, aujourd'hui, tout est plus ou moins politique. Donc, d'avoir abordé ce volet-là, je trouvais que c'était important et intéressant. Je voulais juste rajouter un petit quelque chose, parce que j'ai ouvert tout à l'heure une parenthèse, je voulais la refermer, et puis après, effectivement, on clôture sur cette partie du parcours. Je parlais de Macron et du fait qu'il n'avait pas de programme. Je voudrais faire une remarque là-dessus. Pourquoi Macron n'avait pas le programme? D'ailleurs, il s'est fait beaucoup critiquer pendant la campagne là-dessus. Bon, mais c'est quoi concrètement votre programme, quoi? Il n'en avait pas. Et si vous alliez voir sur le site de Macron, il y avait deux, trois mesures qui se battaient en duel, mais aucun programme, quoi. Donc pourquoi?
C'est parce qu'il n'était pas prêt, parce qu'il s'est lancé trop tard, il n'avait pas d'équipe pour lui faire un programme. À partir du moment où vous avez un programme, que ce programme est officiel, c'est-à-dire il est disponible en ligne, éventuellement distribué, comme certains l'ont fait, sous forme papier, bah, vous fixez les idées. Donc vous avez des gens qui vous aiment et des gens qui vous aiment pas. Donc, et très honnêtement, à partir du moment où tu écris un programme, imaginons que tu es dans ton programme sans mesure. Sans mesure, c'est sans possibilité de te mettre à dos plein de monde. Il peut y avoir des gens qui sont d'accord avec 99 de tes mesures, mais s'il y en a une qui est radicalement à l'encontre de ce qu'ils pensent, ça y est, tu te les as mis à dos. Et c'est un peu con. Donc, effectivement, le programme en tant que tel est clivant, et donc, bah, il a donc fait le parti pris d'essayer de plaire au plus de gens possible sans avoir de programme. Comment s'y est-il pris? Eh bien, il a copié exactement la stratégie de Barack Obama. Ce n'était pas le premier à le faire aux États-Unis, mais c'était le premier à le faire à cette échelle. Il a fait quoi? Ils ont fait appel à des startups extrêmement évoluées qui font de l'analyse sémantique des big data, c'est-à-dire grosso modo, qui récupèrent tout ce qui se dit sur le web, sur les réseaux sociaux, en commentaire de vidéos, d'articles de presse, en ligne. Ils ont récupéré tout ça et ils passent ça dans des machines qui ensuite, sur la base de mots-clés, mais aujourd'hui ça va largement au-delà des mots-clés, c'est des concepts clés, des tournures de phrases, des fois même on fait ce qu'on appelle de l'analyse de sentiments, on repère, bon bref, on arrive à classifier ensuite ces volumes de données gigantesques et on peut ensuite faire des clusters, c'est regrouper les verbatims, c'est-à-dire les morceaux de texte qui ont été écrits par les gens, on les regroupe en fonction de certains critères, et on peut faire comme ça différents regroupements en fonction de différents critères, et ça permet quoi? Eh bien, ça permet de savoir, alors souvent, pas toujours, mais souvent il y a des métadonnées qui sont associées au texte, c'est-à-dire que tu sais par exemple l'adresse IP de la personne et peut-être quelques informations sur son nom, son prénom ou son lieu de naissance ou je ne sais quoi. Et donc tu peux avoir des fois des informations également qui permettent de faire une petite classification selon la nature des gens qui ont mis les commentaires et puis leur endroit géographiquement parlant. Donc au final, il y a une boîte qui a dit à Macron, et je sais qui c'est, je ne vais pas la citer, mais je sais j'ai bossé pour. J'ai bossé pour eux pas à ce moment-là, j'ai bossé pour eux en 2014-2015. C'était ma dernière expérience professionnelle dans la technologie. Donc, comment? Donc effectivement, tu sais de quoi tu parles. De quoi je parle? Après, je les ai quittés, mais puis fin 2017, j'ai eu un échange avec un ancien de mes collègues. Il m'a dit, ah, au fait, tu sais qu'on a fait la campagne de Macron? J'ai dit, ah bon, non, je ne savais pas. Voilà, et il m'a expliqué en détail ce qu'ils avaient fait. Et comme je connais leur technologie, j'ai bien compris. Donc, grosso modo, et ils sont très forts, ils sont vraiment hyper balèzes. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ensuite, ils sont capables de te dire, bon ben voilà, voilà ce que les gens ont envie d'entendre, voilà les points qui mettent tout le monde d'accord, voilà les points clivants. Dans les points clivants, voilà les sujets sur lesquels il y a des attentes, les sujets sur lesquels il y a des mécontentements. Quand on met tel et tel mot, tel et tel mot-clé, les mots qui reviennent à côté, qui y sont associés, c'est cela. Dans une certaine mesure, on peut localiser les choses. Donc, ça a permis à Macron de dire, si tu vas à tel endroit en France, sache que les points sur lesquels les gens ont des attentes, c'est les suivants. Sache que, et même des fois, on est capable de dire, sur tel sujet, les gens utilisent plutôt tel mot que tel autre, ou telle expression que tel autre, pour parler de tel sujet à tel endroit ou à tel autre. Ça peut aller assez loin, même si tout n'est pas magique, mais on peut déduire pas mal de choses. Donc une fois que cette boîte a fait ce diagnostic-là, ensuite elle envoie les informations à une autre boîte qui fait de l'intelligence politique, et grosso modo, ils ont dit à Macron, tu vas à tel jour, à telle heure, à tel endroit, voilà ce qu'il faut que tu dises. Quand j'ai parlé, et donc voilà, il s'adapte. Il s'adapte à son public. Oui, là, pour le coup, on pourrait appeler ça une campagne caméléon, quoi. C'est vraiment. C'est un peu ça. Donc, dingue. Même si sur certains points, il avait des lignes éditoriales dont il n'a pas trop dérivé quand même, mais globalement, il y avait énormément de sujets sur lesquels il racontait aux gens exactement ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et certaines personnes te diront, je vais terminer là-dessus, après on referme la parenthèse, certaines personnes te diront, j'ai déjà eu cette conversation, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à donner aux gens ce qu'ils veulent. Donc on comprend ce que les gens attendent et on le leur donne. Ouais, et là, je réponds, non, on ne le leur donne pas, on le leur promet.
c'est pas adapter les actes à ce qu'attendent les gens, c'est adapter les promesses de campagne à ce qu'attendent les gens pour se faire élire. Et après, l'agenda, c'est-à-dire ce que le mec veut faire, on sait très bien, il en a un. C'est pas celui des gens. C'est le sien propre et celui des gens qui l'ont mis là et des gens qui servent, etc. Donc et les gens passent au second plan. Voilà, donc. C'est assez dingue quand même, c'est de se dire finalement à quel point une élection finalement aujourd'hui, ça veut plus dire grand-chose. C'est à part, on va dire, quelques personnes qui, aujourd'hui d'ailleurs, il y en a malheureusement de moins en moins qui réfléchissent par eux-mêmes et qui essaient d'avoir un regard critique. Finalement, ça combiné à la puissance des médias, des images, des journaux, tout ça, finalement, tu l'abordais tout à l'heure, c'est finalement la démocratie dans tout ça, elle est vraiment toute relative, quoi. Tu vois, j'avais entendu plus ou moins parler qu'ils allaient dans tel endroit, qu'ils avaient tel ou tel discours, mais je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin en termes de... On peut même pas dire corruption, parce que finalement, il n'y a pas de corruption en termes J'arrive pas à trouver le terme. C'est quelque chose que je trouve assez dingue. Ils sont en train de hacker la démocratie. Ils sont en train de hacker quelque chose qui essayait vaguement au départ d'être une démocratie, ça n'a jamais réussi. Hein, mais en tout cas, on est dans un monde qui n'est pas démocratique, qui l'a jamais. Voilà. Peut-être qu'en Grèce, Grèce ancienne, Grèce antique, peut-être qu'ils l'ont été, mais nous, on n'est pas. Et on l'a jamais été. Mais malgré tout, dans notre système qui sert toujours et depuis très longtemps plutôt des pouvoirs qui sont du côté du commerce et du profit et du pouvoir, dans ce système, malgré tout, il y avait tout de même certains éléments démocratisants dans la façon qu'on a de faire les choses. Bon. Après, il faut bien comprendre qu'aller mettre un bulletin dans une urne, ça n'a rien à voir en fonction de si tu vas mettre régulièrement un bulletin dans une urne lors de référendum ou choses équivalentes, votation publique, dans le cadre de projets de société ou de projets de sujets qui sont des sujets qui concernent tout le monde. Ça encore, tu peux régulièrement donner ton avis sur plein de choses différentes. Ça n'a rien à voir à aller mettre donc son bulletin dans une urne régulièrement dans ce cadre-là et aller mettre son bulletin dans une urne une fois tous les X années pour déléguer complètement la prise de décision, surtout à quelqu'un qui n'est pas redevable de ce qu'il fait, c'est-à-dire quelqu'un qui peut trahir toutes ses promesses de campagne sur la base desquelles il a été élu et il n'ira pas en prison pour autant. Voilà. Rien il n'y a pas. Vas-y, finis ta phrase. Non, juste un truc. Donc déjà, à la base, ce système-là, il est loin d'être démocratique, mais malgré tout, c'est pas une dictature non plus, même s'il y a de l'autoritarisme à plein d'égards, au niveau policier d'un côté, au niveau de l'extrémisme business de l'autre, et du fait qu'on est soumis à une certaine idéologie qui est très régressive, une idéologie du travail, une idéologie qui fait que celui qui ne travaille pas, c'est une feignasse, et puis du fait que des mesures du style revenu universel, c'est inentendable pour plein de gens, sous prétexte qu'on ne va tout de même pas donner du fric à des gens qui foutent rien, ce qui est une caricature éhontée à quelques très rares exceptions près. Il y a quelques profiteurs toujours, mais c'est rarissime les profiteurs en réalité. Et le fait... Oui. J'ai un exemple tout simple, juste pour illustrer. On va dire quelqu'un qui va prendre sa tondeuse, qui va tondre sa pelouse, un jour où il bosse pas. Il n'est pas rémunéré pour, on considère pas que c'est du travail. Quelqu'un qui va tondre la pelouse, mais qui est professionnel et qui est payé, on considère que c'est du travail. Pourtant, l'acte est le même. Il en va de même pour une femme qui va, ou enfin un homme, sinon je vais m'attirer les foudres de beaucoup de monde. Donc pour quelqu'un qui garde ses enfants de lui-même, c'est pas rémunéré, c'est considéré comme... juste quelque chose de normal. Par contre, une nourrice qui le fait, c'est considéré comme du travail. Donc finalement... Il y a d'énormes problèmes avec des activités qui sont considérées comme du travail et rémunérées, ou en tout cas, des fois pas rémunérées, mais quand même considérées comme un équivalent travail, donc comptabilisées dans le PIB avec une correspondance qui fait qu'on fait correspondre à cette activité une certaine somme équivalente. Donc, c'est très bizarre. Dans le PIB, il y a des choses très bizarres. Certaines activités bénévoles où on dit, on va considérer que c'est l'équivalent de tant de milliards d'euros, on le met dans le PIB. D'autres activités bénévoles, non, celle-là, elle ne compte pas. Genre, ils ont mis la drogue et la prostitution dans le PIB récemment, d'ailleurs. Pour la petite anecdote.
Oui, alors il y a plusieurs pays pour lesquels c'est le cas depuis quelques années. La France avait refusé, mais je ne sais pas si ça n'a pas changé ou pas. Très honnêtement, je n'ai pas suivi. Il me semble que ça a été rajouté. On ira vérifier. Je vais juste rajouter une toute petite chose pour les personnes qui nous suivent. Tu parlais tout à l'heure par rapport au droit de vote qui n'est pas la démocratie. Il y a un excellent documentaire qui s'appelle J'ai pas voté, qui est disponible sur YouTube. Je mettrai le lien dans la description. Pour ceux qui voudraient, on va dire, plus approfondir le sujet, je pense que la vidéo est excellente, puisque moi, ça m'est déjà arrivé, quand je disais un peu comme toi, mais on n'est pas en démocratie, que les gens me disent oui, mais on a le droit de vote. Et des fois, on n'a pas forcément les bons arguments à leur rétorquer pour essayer, on va dire, d'entamer la discussion. Le droit de vote est une des composantes possibles d'une démocratie, mais c'est certainement ce qu'il y a de plus faible dans ce qui constitue une démocratie. La démocratie, elle se juge pas sur le droit de vote. D'ailleurs, il y a d'autres régimes qui ne sont pas des démocraties et qui ont le droit de vote. Et il y a des régimes qui sont des démocraties, il n'y a pas le droit de vote. Donc, ou pas comme ça, en tout cas, pas sous cette forme-là. C'est des façons d'implication du citoyen, mais qui ne sont pas véritablement sous une forme comme nous on connaît. On va mettre simplement un bulletin dans une urne. J'y reviendrai tout à l'heure, justement. J'ai une question par rapport à tout ça. La droit de vote n'est pas incompatible avec la démocratie, mais ce n'est pas parce qu'il y a un droit de vote qu'on est en démocratie. Déjà, on a une forme de démocratie, soi-disant, très spécifique, qui est républicaine. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous noterez que la France est se dit en tout cas à la fois démocratie et à la fois république, et que ces mots-là n'ont pas beaucoup de sens. Regarde, aux États-Unis, il y a les démocrates qui sont opposés aux républicains. Donc, il va bien, c'est un peu bizarre. Donc ce sont des termes qui sont un peu compliqués. Il faut lire. On devrait avoir ça dès l'école et on devrait avoir même des cours de rattrapage pour tout le monde sur l'éducation civique, sur l'éducation politique, parce que c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, il y a une dépolitisation qu'on présente sous la forme « j'en ai plus rien à foutre ». Effectivement, c'est parfois cette forme-là que ça prend. Mais la réalité, c'est que c'est gravissime et que ça arrange bien les gens au pouvoir. Si vous ne vous impliquez pas, ça arrange les gens au pouvoir. Oui. Je me souviens, moi, gamin, qu'on avait, quand j'étais au collège, qu'on avait des cours d'éducation civique. Moi, ce que je me souviens surtout, c'est que j'en ai rien retenu. Vraiment, c'était complètement vide. Alors, juste... je peux comprendre. Attends, excuse-moi, juste un dernier truc. Vas-y. Un dernier truc. Juste avant, tu disais... Oui, voilà, juste sur le PIB, excuse-moi. Sur le PIB. Allez voir ça, parce que d'ailleurs, c'est très drôle. Le PIB, déjà, il a été créé dans les années 1930, je ne sais plus, par Kousnetz, Simon Kousnetz. Et vous allez voir, alors déjà, tous les gens qui ont créé le PIB à l'époque, c'était dans un contexte bien particulier aux États-Unis, après ou pendant la Grande Dépression. Mais passons. Et puis, ça a été créé par des hommes. La manière dont ils ont eu de mettre en place les modes de calcul du PIB est totalement sexiste. Voilà. C'est-à-dire que ça, les gens ne savent pas trop. Si tu regardes les activités, je te dis, il y a des activités qui ne font pas l'objet de transactions commerciales, qui donc stricto sensu ne devraient pas rentrer dans le PIB, mais malgré tout, on considère qu'on fait une équivalence, qu'on va quand même rentrer dans le PIB sous la forme d'une équivalence, on va évaluer un certain nombre d'heures équivalentes, et puis on y met un taux horaire moyen, et puis on dit, voilà, ça fait tant de centaines de millions ou de milliards. Bon. Et donc, les activités qui sont comptabilisées comme cela, c'est les activités de monsieur. D'accord, typiquement. Tu as un exemple comme ça c'est la mécanique, ça va être de la maçonnerie, ça va être, je ne sais pas, peut-être jardinage, je ne suis pas sûr sur le jardinage. Bon, et par contre, garder les enfants, s'occuper des vieux, faire le linge, faire les courses, ça c'est madame, tu comprends? À l'époque, en tout cas, c'était comme ça. Donc ça, non, ça c'est pas compté dans le PIB, ça c'est de la merde. Voilà. Donc, d'accord. Ah oui, ça je l'ignorais, mais effectivement, aujourd'hui, ça ferait hérisser les cheveux sur plus d'une tête, ouais. Je peux t'envoyer le lien aussi, mais je pense qu'il est trouvable avec les mots-clés. Je crois me souvenir que c'est un article qui s'appelle « Le sexe du PIB » et qui a été écrit par un économiste qui s'appelle Jean Gadret, voilà, qui est très impliqué notamment sur la question des indicateurs alternatifs au PIB. Et je mettrai le lien, effectivement, ça m'intéresse beaucoup. C'est assez marrant. Comme quoi, ce besoin absolu de changer d'indicateur, comme l'indicateur clé, et d'ailleurs de ne plus avoir d'indicateur clé, mais plutôt des tableaux de bord complexes. Mais ce besoin absolu rejoint quelque part la lutte féministe. Bon.
Ça serait bien de se concentrer. Si je peux me permettre, je suppose que tu connais le travail de Jean-Marc Jancovici, vu que tu t'intéresses à pas mal de choses. Et effectivement, lui, à un moment, il parle aussi du PIB, comment dire, du produit. Ah, continue de parler. Apparemment, on t'entendait plus. Non, vas-y, Ah, excuse-moi. si, c'est bon, on t'entend, c'est parfait. Et donc, du coup, à un moment, lui, il parle également, effectivement, du fait qu'il faudrait revoir notre façon de calculer le PIB. Putain, excuse-moi. Si tu peux l'enfermer, ouais, parce que si il y a le chien qui n'arrête pas d'aboyer, il adore courir après les poules. Bref. Ah, je sais que c'était le Et donc, du copain coup, Jean-Marc Jancovici, lui, justement, suggérait que l'on recalcule le PIB en tenant compte, on va dire, de la nature, tout simplement. C'est-à-dire que pour qu'on donne une valeur, entre parenthèses, à la nature, et en fait, finalement, qu'on se rendrait compte que avec tout ce qu'on détruit aujourd'hui, finalement, ce qu'on arrive à fabriquer, la valeur du PIB qu'on arrive à fabriquer avec ce qu'on détruit, finalement, est bien inférieure à la valeur de ce que vaut finalement notre Terre. Alors effectivement, c'est dur de chiffrer, je veux dire, notre planète, hein, bien entendu, mais ça permettrait aussi aux gens de réfléchir d'une autre manière à la façon dont on calcule finalement ce qu'on a, puisque finalement, on détruit ce qu'on a pour avoir autre chose qui vaut moins. Je ne sais pas si tu avais déjà suivi Ok. ce raisonnement. Si, oui. Alors bon, il a raison, mais à mon avis, c'est pas juste ça. Et d'ailleurs, je pense que ça ne retranscrit pas l'intégralité de sa pensée, qui doit être plus Bien sûr complexe que sur non. ce sujet-là, parce que c'est plus complexe. Mais globalement, ce qui se passe, c'est la chose suivante. L'indicateur est censé, à la base, il est présenté comme une mesure. Quelque part, une mesure, ça doit être neutre. Hein. Ça ne fait que mesurer le résultat d'un truc. Et puis finalement, ça ne devient pas neutre du tout, puisque l'indicateur devient. Enfin, tu te mets au service de l'indicateur. À partir du moment où on mesure quelque chose et où le résultat de cette mesure a une importance, alors tu vas tout faire pour que l'indicateur il indique ce que tu veux qu'il indique. Donc un indicateur n'est pas neutre, c'est pas juste un indicateur. Déjà, il faut bien comprendre ça. Donc à partir du moment où le PIB ne mesure qu'une seule chose, effectivement, et c'est grosso modo le volume des transactions, hein, c'est le volume de tout ce qui est consommation commerciale, des biens et des services produits et vendus, hein, et que c'est uniquement ça qui est mesuré et rien d'autre, forcément le reste n'a pas d'importance. Tout se met au service du commerce. Voilà, donc c'est une logique d'ensemble qui fait qu'aujourd'hui, tout, je dis bien tout, se met au service du commerce. Peut-être pas vous, à titre personnel, mais tout le système. Bah, Jusqu'à on y participe quand même. Hein. tout le monde y participe, sauf peut-être les SDF. Voilà. Vraiment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es smicard, et même si ton travail, c'est d'être partie, je sais pas, d'une ONG décroissante ou d'une ONG, même dans ce cas-là, tu travailles pour le système. Bien sûr. Pourquoi? C'est parce qu'à moins de travailler au black, bah, tu touches un salaire, que tu ne peux pas toucher un salaire si tu n'as pas de compte en banque. Voilà. Sinon, ça s'appelle du black. Donc, tu dois avoir un compte en banque. Et à partir du moment où tu as de l'argent sur un compte en banque, tu participes au système financier. Quelle que soit la banque que tu as, il y en a qui sont moins pires que d'autres, mais il y aura des placements financiers faits avec ton fric qui vont dans le sens de ce système financier mondialisé, etc. Donc, tout va dans le sens, on n'y coupe pas de cette maximisation des profits, et on sait très très bien à qui ils vont dans l'essentiel. Voilà. C'est-à-dire que le travailler plus pour gagner plus, merci Sarko, mais à d'autres. Hein. C'est toi qui travailles plus, mais c'est pas toi qui gagnes plus, hein, ou très peu. Donc, Je connais ça. Je peux te prendre un exemple pour le coup très concret. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais abordé dans une vidéo où je réagissais un petit peu aux différents commentaires que j'avais pu avoir sous la vidéo du Média pour tous, et où j'expliquais qu'en fait, moi personnellement, moi plus ma femme, on gagne 1500 euros pour 4. Donc on n'est pas vraiment dans une tranche très haute. Pour autant, tu vois, je dois travailler aujourd'hui à la création donc, de mon projet entre, je dirais, une moyenne d'au moins 70 heures par semaine. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que finalement, travailler plus pour gagner plus, c'est une illusion. ça n'a pas de sens, effectivement. Et mais après, ça dépend évidemment de la voie que tu as choisie. Il y a certains Exactement. qui gagnent des. Voilà. Mais en tout Mais cas, bon, c'était une phrase lancée comme ça de sa part pour se faire on a aider. bien vu, ça aura été, et j'espère qu'elle sera durable, une des leçons quand même
de la crise sanitaire et du confinement qu'on a bien vu qu'il y a un rapport presque inversement proportionnel entre l'utilité sociale collective des jobs et leur rémunération. Voilà, donc, bon, à partir de là, si tu veux. Je pense qu'aujourd'hui, peu de gens pourront contredire. Moi, je suis extrêmement content de savoir qu'il y a des jeunes qui, pour certains, pas tous, il ne faut pas non plus être généralisant, mais qui pour certains sont des jeunes cons, qui peuvent se faire plaisir à faire leur passion, c'est-à-dire jouer au foot, voilà, et grâce à ça, gagner des dizaines, si ce n'est pas plus, de millions chaque année, et en plus de ça, s'ils gagnent la coupe, être peut-être même décoré de la Légion d'honneur. Donc, écoute, je schématise encore, je caricature. Certains seront peut-être outrés par mes propos. On peut avoir des discussions sur est-ce que oui ou non l'équipe de France, quand elle gagne la Coupe du Monde, elle mérite la Légion d'honneur. Écoute, voilà, on peut en discuter. Certains disent la Légion d'honneur, c'est pour service rendu à la France. Bon, ben, quand tu unis tout un peuple derrière une équipe, est-ce que c'est pas un service rendu à la France? Oui, bon, on verra. En tout cas, on va dire que là, il y aurait toute une discussion tout à fait autour de ça. Voilà. Donc, je pris un exemple volontairement caricatural pour dire que, voilà, à côté de ça, tu as des gens qui bossent comme des tarés, et j'en fais partie, je bosse comme une brute, au service de l'intérêt général. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, et c'est ce que j'essaie de tout faire. Et je vis également dans une forme de précarité, pour l'instant en tout cas. Bon, bah, mais passons, on n'est pas là pour parler forcément de ma vie privée. Alors, alors je pense... Juste quand même un truc sur le pays. Revenons-y. Je disais juste que un indicateur finit par entraîner tout le système derrière lui. Donc changer un indicateur est extrêmement important. C'est pas anodin. Ça peut changer toute la société de changer un indicateur. À partir de là, s'il fallait changer l'indicateur, je suis d'accord avec Jean Covici. Il s'agirait de changer les modes de comptabilité publique en amont, qui fait qu'on changerait les modes également de comptabilité privée des entreprises notamment, pour intégrer des comptabilités en triple capital à l'intérieur des logiques d'entreprise. C'est quoi le triple capital? C'est que tu prends en compte effectivement ton capital humain, ton capital... toutes les formes de capitaux traditionnels, si tu veux, les locaux, les machines, la force de production, et puis également les capitaux immobiliers, quoi, enfin mobilier, et puis tu as le capital naturel qu'on intégrerait à la comptabilité. Et donc, ce que les économistes appellent les externalités, positives et malheureusement trop souvent négatives, sur l'environnement. Donc, une entreprise qui dégrade le milieu naturel qui lui fournit les ressources qui sont nécessaires à son activité, bon, mais c'est pas normal que ce soit pas intégré. Quand tu baisses ton capital naturel dont tu as besoin pour fonctionner, comment se fait-il que au final sur la comptabilité tu ne vois que de la croissance? Maintenant, il y a une décroissance écologique qui nécessairement te touche. À partir du moment, jusqu'au moment où on avait le sentiment que notre impact sur la planète était inférieur, peut-être même largement inférieur à ce que la planète pouvait nous donner, à la rigueur, on mettait le truc sous le tapis, on disait c'est pas grave si on épuise un territoire, on va aller chercher ailleurs, et il y a de la marge, et il y en aura pour tout le monde. Le gâteau est très 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 gros, on aura pour tout le monde. Tant qu'on pensait ça, mais aujourd'hui, ceux qui pensent ça, ils sont totalement hors sol, parce qu'aujourd'hui, la planète est saturée de l'activité humaine. Aujourd'hui, l'économie humaine est même plus grande que ce que la planète peut encaisser. Donc, il y a plus... Je pense qu'on va justement y revenir, puisque... Un truc, attends, je termine. Vas-y. Encore deux phrases, et après j'arrête, je te promets. Donc, ce que je voulais pour dire qu'effectivement, il faut rentrer ça à l'intérieur du calcul de cet indicateur qui pourrait remplacer le PIB. Donc, je suis d'accord avec Jean Covici que s'il fallait remplacer cet indicateur-là par un autre, alors il faudrait rentrer dans cet indicateur d'autres choses, et également le bien-être humain, le machin. Il y en a qui ont l'indice de progrès véritable, il y a d'autres indicateurs qui existent, il n'y en a aucun qui soit parfait. Ça peut être le bonheur national brut du Bhoutan, par exemple, ou des trucs comme ça, à voir. Toujours est-il que... Voilà. Mais à mon avis, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, s'il fallait remplacer, c'est ça qu'il faudrait faire. Et à mon avis, il ne faut pas remplacer par un indicateur. Il est temps tout de même d'arrêter d'être simpliste. Je comprends bien que les gens, ils aiment bien qu'on leur dise des choses simples. Enfin, au bout d'un moment, on comprend bien que l'intégralité de l'avenir d'une nation ne peut pas être déterminée par un indicateur, même composite, quel qu'il soit. Il faut une batterie d'indicateurs qui indiquent différentes choses à différents niveaux, voir là où on est dans le vert et voir là où on est dans le rouge.
et pas faire une somme globale qui fait que on va avoir l'impression d'être dans le vert en masquant au passage tout ce qui est dans le rouge. C'est débile. C'est comme si quand tu conduisais une voiture et que tu avais un seul indicateur. Voilà, un seul. Et l'indicateur, il te dit ah ben c'est bon, c'est plutôt positif. Pourquoi? Parce que, écoute, globalement, la voiture va bien, le moteur va bien et tout. Mais tu vois pas que tu as un pneu crevé. Débile! Oui, effectivement, non, mais Un tableau tu vois, d'indicateur. c'est pour en revenir juste après, comme on passera aux autres questions, effectivement, je pense qu'il ne faut pas confondre simple et simpliste, puisque malheureusement, on peut expliquer les choses de façon simple, puisque tout le monde n'a pas forcément, on va dire, la grille de lecture pour pouvoir aborder les choses de façon beaucoup plus complexe. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, c'est juste Non, qu'on a non, tous une vie très très occupée, on n'a pas forcément le temps mais de s'y de la même, intéresser dans les détails. de la même manière, complexe ne signifie pas compliqué. Voilà, Exactement. tu peux dire. Voilà. Complexe, c'est qu'il y a pas mal d'éléments différents, il faut voir les choses avec, mais c'est pas forcément compliqué. Non, Mais il va de effectivement, soi que il va de on soi que les peut les choses dirigeants, simples sans être dirigeants simplistes. oui, voilà. Mais voilà. Mais même aujourd'hui, les dirigeants, on est d'accord, ils n'ont pas eux qu'un seul indicateur, ils voient plein de choses. Mais au final, on résume tout à ça, ou quasiment à ça. On entend parler de ça à tue-tête dans les programmes politiques, dans les discours, dans ce que nous vendent également, dans ce que nous vendent également les médias de masse, etc. Et au final, tout le monde est dans cette idéologie, car c'en est une, qui est une mystification totale de l'utilité du PIB. Voilà. Le PIB n'a jamais été la solution. Il s'est accompagné de choses très positives dans le passé, lorsqu'il s'est agi pour nous de passer de zéro d'un système médical de merde à un système zéro frigo Ah, un excuse-moi Arthur, ça a coupé. Ça a coupé. On n'a pas entendu la dernière minute. D'accord, bon. Qu'est-ce que je disais donc? On était parti, on disait que justement, simple, mais pas simpliste. Ouais, Et simple mais pas ensuite, simpliste. Je disais effectivement, nos patrons d'entreprise et nos dirigeants politiques, ils n'ont pas qu'un seul indicateur, ils voient des choses de manière un peu complexe tout de même. Mais au final, ils ont tendance à tout ramener à très peu de choses, et notamment cette obsession permanente du PIB, et donc du chiffre d'affaires pour les entreprises et pour les actionnaires. Hein. Et c'est à ça que tout est réduit. Les médias de masse nous parlent tout le temps de ça. Dans les discours, on l'entend tout le temps, on nous la scène comme un mantra. Au final, c'est devenu une véritable religion. Nous sommes devenus des zombies. Et PIB, la croissance, c'est bien. Va dire à des gens que la croissance, c'est pas bien. Bah non, si j'ai pas de croissance, où va mon pouvoir d'achat? Mais ça n'a rien à voir. Si, c'est lié, mais ce n'est pas, il n'y a pas que ça. Donc, il faut pas raisonner, il faut pas les croire, en fait. Il faut pas les croire. alors, Oui. justement, j'avais une question par rapport à ça. On voit aujourd'hui un petit peu le paysage politique, ils sont tous alignés derrière, même s'il y a des différences entre les partis, ils sont tous, on va dire, d'accord pour continuer le système tel qu'il est aujourd'hui. Et moi, je me pose souvent la question, est-ce qu'on peut parler d'incompétence? Alors, moi, personnellement, je pense pas, parce que ça me paraîtrait étonnant que des gens comme ça, on va dire, qui sont pas bêtes finalement. Voilà, j'ai du mal à croire que c'est juste de l'incompétence. Est-ce qu'on peut y voir du machiavélisme, de l'opportunisme? Je sais pas comment tu analyses ça. Ma question est pourquoi on devrait croire plutôt Arthur Keller plutôt que des politiques. Je me fais l'avocat du diable, bien entendu, hein, mais qu'est-ce qui amènerait les gens plutôt à écouter quelqu'un qui a un discours comme le tien plutôt qu'un discours d'un politique? Et voilà, incompétent, machiavélique ou opportuniste. Ok, il suffirait déjà pour savoir qui croire entre Arthur Keller et un autre. Je ne peux pas vous donner cette réponse à moi tout seul. Tu comprends bien que je suis juge et Oui, bien parti. sûr. Mais il suffirait de demander à n'importe lequel de donner un fondement rigoureux qui permettrait de dire qu'un découplage absolu est possible entre la croissance économique et la dégradation environnementale du monde naturel, enfin la dégradation du monde naturel. Voilà, demande à un politique de t'expliquer que son projet qui consiste à dire on va continuer à faire de la croissance économique, mais rassurez-vous, on ne va pas s'effondrer parce qu'on va soulager les impacts qu'on a sur la nature, qui est sous-jacent à tout ce qu'on nous vend quasiment aujourd'hui.
Bon voilà, demande-leur de t'expliquer comment c'est possible. Aucun sera capable de te répondre. Ils n'y connaissent rien. Ils n'y Ouais. comprennent rien. Et là, je te réponds à une autre question. Manifestement, on Oui. n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Mais c'est pas, très honnêtement, ce n'est pas une question d'avis personnel, David, et ce n'est pas une question d'intuition. Moi, je m'en fous de mon intuition sur cette question. Pour moi, il est démontré qu'il y a une incompétence totale sur ces sujets-là, sur les sujets qui relèvent de la soutenabilité du système, et derrière, éventuellement, de sa résilience, on en parlera après, mais d'abord la soutenabilité. Il y a une incompétence totale, je vais expliquer pourquoi je dis ça, mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi du machiavélisme, et ça n'empêche pas qu'il y a aussi de l'opportunisme. Il ne faut pas les opposer. Il y a une trahison des élites. Il y a pas toutes, mais la plupart. Il y a des élites politiques et économiques. Et de plus en plus, des élites médiatiques. Elles fonctionnent ensemble, ces trois élites-là. Hein, les grands journalistes qui détiennent la presse mainstream, hein, et puis la télévision, etc. Pas tous, une fois de plus, mais beaucoup. On ne va pas s'amuser à faire des listes de noms, hein, on n'a pas le temps. Mais il y a une collusion terrible entre ce monde-là et puis les rédacteurs de presse derrière, les rédacs-chefs en dessous, entre le monde politique et le monde de la finance et de l'économie, avec les grands patrons et tout l'actionnariat. Bon, les grands détenteurs de capital. Donc, la collusion est énorme à ce sujet. D'ailleurs, il y a plein de choses à lire, hein, et à voir. Voilà, j'avais apprécié, même s'il est on voit bien qu'il est partisan, et malgré tout, il y a des choses très concrètes et très rigoureuses dedans. J'avais bien aimé Les Nouveaux Chiens de Garde, le documentaire qu'ils en avaient fait à partir Je mettrai le lien également. à partir des bouquins, Serge Halimi, tout ça. Bon, bref, passons. C'est une des sources possibles. Mais en tout cas, donc aujourd'hui, il y a une trahison qui fait que, évidemment, ces gens-là ne sont plus au service de l'intérêt général. Ils sont là pour se servir eux, ils sont là pour servir d'autres types d'intérêts, et ça fait longtemps qu'ils ont trahi la fonction, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de sens de l'État, ça fait longtemps que, bon, etc. Et ce sont plutôt des promoteurs du commerce international. Voilà. Bon. Donc ça, c'est une chose. Il y a, comme je disais aussi, un machiavélisme, pas chez tous, pour le coup. Il y en a beaucoup qui sont très naïfs, très naïfs. Brillants n'empêchent pas d'être naïfs. Ils sont, pour la plupart, des gens intelligents, mais intelligents au sens relativement traditionnel de la chose. Et là où je réagis à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu dis que sous prétexte que ce sont des gens intelligents, tout de même, tu ne peux pas imaginer qu'ils ne sachent pas. Mais l'intelligence n'a rien à y voir, David. Strictement rien. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur. Et j'ai autour de moi des gens qui sont des amis personnels de longue date, qui étaient avec moi dans des études similaires, et qui aujourd'hui, après avoir fait un bac+5 ou un autre, se retrouvent dans des postes de cadre, ou voire de cadre supérieur, et qui ont des postes où ils sont... Voilà. Et une des personnes les plus brillantes que je connais, hein, qui a un cerveau qui est une merveille de la nature, un type qui est absolument génial, et climato-sceptique de base, mais de base, en reprenant tous les arguments de base, même pas les arguments les plus sophistiqués, qui sont donnés par des lobbyistes ou des... Bon, bref. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça a à voir avec ton idéologie, qu'elle soit conscientisée ou pas. Ça a à voir avec le bain dans lequel tu as grandi, dans le bain dans lequel tu vis. Ça a à voir avec les bulles informationnelles dans lesquelles tu te retrouves enfermé et que tu entretiens toi-même parce que tu fais souvent des recherches sur les mêmes sites, sur les mêmes mots-clés, sur les mêmes trucs, et du coup, tu ne finis par lire que ce qui t'intéresse et ce qui va te conforter dans tes opinions, etc., etc. C'est ça le truc. Et ça vient aussi du fait que les sujets dont on parle sont des sujets qui sont éminemment et de plus en plus scientifiques. Il n'y a pas que les sciences, mais les sciences viennent de plus en plus intervenir là-dedans, notamment l'écologie. Qu'on soit écolo ou pas n'y change rien, mais l'écologie en tant que les dynamiques qui gèrent le monde naturel et les interactions qu'il peut y avoir entre ce monde naturel et les sociétés humaines. L'écologie, dans ce sens-là du terme, eh bien, évidemment, elle a une importance majeure. Or, l'écologie, c'est complexe. C'est un champ disciplinaire qui regroupe beaucoup de disciplines différentes.
hein, de la biologie, de l'étude des écosystèmes en tant que tels, la dynamique des écosystèmes, il y a de la dynamique des systèmes là-dedans, etc., etc. Il y a de tout, il y a même de la géologie. Voilà. Et puis, donc c'est trop compliqué. Tu te retrouves avec des gens qui sont au pouvoir qui n'ont absolument pas cette formation-là. Ce sont des gens qui ont des formations de droit, éventuellement de sciences politiques, pour la plupart, et les cas différents sont rarissimes. Tu as Kouchner qui était médecin, tu as Yves Cochet qui était mathématicien ou prof de maths, je ne sais plus, prof de maths, je crois, mais à part deux, trois par-ci, par-là, c'est des gens qui sont formatés. Ils sont formatés dans des écoles où, de temps en temps, on te donne une petite information contradictoire pour te faire mousser le ciboulot, mais globalement, c'est la grande idéologie, si tu veux, de l'école néoclassique en économie, de l'école traditionnelle des relations internationales. Ceci, c'est très traditionnel et c'est total. Et les profs qui enseignent ça sont des profs qui ont grandi et qui sont baignés dans l'idéologie des 30 glorieuses. Voilà. Donc, on n'en sort pas pour l'instant en tout cas. Ces gens-là n'ont ni les bonnes convictions, ni les bonnes connaissances, ni les bons réflexes. Ils ne comprennent même pas que c'est important. Alors aujourd'hui, en France, qui est un pays privilégié à cet égard-là, on a des élites qui ont compris qu'il y avait un problème, par exemple, avec le dérèglement climatique. Alors, au moins ça, ils ont enfin compris, quoi. Donc, ça change du Brésil ou des États-Unis. C'est sûr qu'on a quand même, on va dire, cette petite chance. Oui, mais ça ne sert à rien. Ça ne change pas grand-chose dans les faits. Parce que les outils qui sont ensuite mobilisés pour résoudre le problème ne sont pas les bons. Alors, parce que derrière viennent quand même se mettre des couches idéologiques qui sont terribles. Donc, la couche idéologique, c'est il va falloir croître. Il faut encore plus de croissance pour résoudre le problème. Et je dis on ça. le voit bien aujourd'hui, d'autant plus après la crise du Covid, on va dire, qui a laissé un tout petit répit, enfin vraiment minime à la nature. Effectivement, aujourd'hui, il faut vite, relancer la machine, refaire de la croissance très rapide. Oui, mais à court terme, c'est compréhensible. À court terme, c'est compréhensible, parce qu'il ne s'agit pas non plus de mettre tout le monde dans la merde. Et comme on n'a pas eu le temps d'organiser une phase transitoire, si on ne faisait pas ça, à court terme, ce serait un véritable effondrement économique et social. Donc on peut comprendre. Néanmoins, c'est quand même effectivement le moment de prévoir une nouvelle trajectoire, de rectifier la trajectoire. Donc, faire une relance, aider les entreprises, même si moi ça me casse les bonbons de cette obstination, cette obsession de la croissance, je peux le comprendre comme une mesure de court terme. Ce que je ne comprends pas, c'est que ce ne soit pas associé de conditionnalités fortes sur des changements de modèle. Voilà, aider les entreprises, oui, à condition qu'elles en profitent pour changer leur modèle. Donc ça, c'est ce qui devrait être fait, si les gens là-haut le voulaient. Et de toute façon, ce que je te dis bien, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, mon colonel. Ils ne veulent pas et ils ne savent pas, donc ils ne peuvent pas. Voilà. C'est l'ensemble. Ils sont incompétents pour ces choses-là. Tu parles à n'importe quel politicien de choses un peu sscientifiques, il décroche. Les sciences de la nature, ils décrochent, ils n'y comprennent rien, ils s'en foutent totalement. Ils ont souvent une obsession de l'humain et un désintérêt total pour le reste du vivant. Donc, du coup, j'imagine que les mesures récentes qui ont été annoncées pour pouvoir verdir l'économie, le terme d'ailleurs est absolument ignoble, je trouve, j'imagine que, bien entendu, tu n'y crois pas du tout. Ce qu'ils viennent d'annoncer, je ne sais plus c'est combien de milliards. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas ça et là un effet positif, mais il y aura beaucoup d'effets négatifs et globalement, ça ne changera rien. Comme les COP pour le climat n'ont rien changé. Pourquoi les COP pour le climat n'ont rien changé? C'est pas difficile. Là, tu prends la CCNUCC, je le dis souvent, ceux qui m'auront déjà vu, entendu, certainement m'auront déjà entendu le dire, ça je le rabâche. La CCNUCC, qui est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est le texte clé qui encadre toute la démarche des conventions onusiennes sur le climat, les COP. Donc, tu prends la CCNUCC, oui, voilà, tu trouveras facilement, à la rigueur, c'est un lien que tu pourras peut-être rajouter, parce qu'il existe le texte officiel en français. Et donc, article 3, alinéa 5, il est écrit qu'il y a un impératif de croissance économique, qu'il y a un impératif de... c'est écrit dedans, qu'il ne faudrait pas gêner le commerce international. C'est écrit noir sur blanc dedans. Donc, à partir du moment où c'est écrit, on peut résumer la démarche à la suivante. Il faut résoudre un problème sans emmerder le système qui génère ce problème. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça ne marchera pas. Et ça ne marche pas. Et j'imagine que c'est en plus non contraignant.
Enfin, c'est jusque-là, en tout Ça cas. va dépendre des choses, mais pour l'instant, c'est essentiellement le cas, effectivement. Donc, il ne faut pas compter sur la bonne volonté des gens à partir du moment où ils ont le sentiment que ça va contre leurs intérêts immédiats. Bon, bref. Mais en tout cas, juste un truc. Donc, tu as cette CCNUCC, tu as toutes ces COP qui te disent qu'il faut croître. C'est-à-dire, grosso modo, on t'explique que pour soulager notre impact sur la nature, et notamment en l'occurrence sur le climat, c'est une des différentes dimensions de l'impact qu'on a sur la nature, pour soulager ça, il faudrait croître, et ensuite, ça permettrait d'investir dans des technologies, et les technologies permettront de résoudre le problème. Tout est là. Hein. Voilà. Donc, croissance, technologie, deux idéologies qui se cachent parce qu'elles ne se présentent pas comme des idéologies, mais ce sont des imaginaires qui ont envahi notre culture, qui sont deux choses qui sont totalement hors sol. La technologie ne peut pas résoudre un problème. La technologie peut éventuellement permettre d'améliorer notre résolution des problèmes si elle rentre dans un projet de changement de système. Aujourd'hui, la technologie, elle permet quoi? Elle permet juste de résoudre des petits problèmes spécifiques à certains endroits. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu as un système, une société qui fonctionne, puis il y a des dysfonctionnements, et on va s'attaquer à ces dysfonctionnements pour essayer de les résoudre. On y arrive ou pas. Mais le solutionnisme qui consiste à essayer de trouver ces solutions consiste en quoi, in fine? À réparer pour le faire durer, le système, et jamais à le changer. Donc les gens qui font de l'innovation, ils n'innovent rien du tout. Ils font de l'innovation, oui, conceptuelle des fois, technologique pas des fois, et ils ont beau être super intelligents pour certains, et ils ont beau être même géniaux pour d'autres, que tout ce qu'ils font, c'est prolonger le système. Il n'y en a aucun qui va te permettre de jouer sur les finalités du système, de changer la finalité des sociétés humaines. Donc, en gros, on a un bateau qui coule. On essaye de mettre les mains où on peut pour éviter que le bateau prenne trop l'eau. Mais finalement, le bateau est quand même en train de couler. Donc, plutôt que de changer de bateau, on garde le même bateau sur lequel on a vogué parce que Et on continue de dire aux gens, amusez-vous. Amusez-vous là-haut dans la salle de bal. Vous inquiétez pas, il y a des gens qui vont résoudre le problème.